Je m'appelle Mera Langston, j'ai 23 ans. Et ce matin, mon corps me faisait tellement mal que je ne pouvais pas lever mes bras, parce que quelqu'un que j'aime avait annulé ma seule chance d'obtenir un traitement. J'ai reçu l'email de la pharmacie à 6h12. Commande annulée à la demande du titulaire de la carte. Le titulaire de la carte était mon père. Quand je lui ai demandé pourquoi, il ne m'a même pas regardé. Et ma mère a dit « Tu as toujours besoin de quelque chose. C'est suffisant maintenant. » Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste murmuré « Notez ». Et je suis sortie de la pièce, avant de vous raconter comment une seule fiole de médicaments a brisé le masque de ma famille. Faites-moi savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Tapez « J'aime », laissez un commentaire et abonnez-vous si vous avez jamais eu à vous battre pour votre propre survie. Surtout lorsque les personnes les plus proches de vous prétendent que vous êtes invisibles. J'ai grandi dans une maison tranquille de 3 chambres, dans un quartier où tout le monde souriait trop et chuchotait trop fort derrière des portes closes. De l'extérieur, notre famille avait l'air parfaite. Mon père, Arlon Langston, était un banquier local, toujours en chemise repassée, disant toujours aux gens combien il était fier de sa famille. Ma mère, Sheila, restait à la maison, gérant principalement la maison, et postant des citations inspirantes sur les réseaux sociaux sur la gratitude et les valeurs familiales. Puis il y avait Drew, mon frère cadet, quarterback vedette, étudiant brillant, l'enfant d'or. J'avais l'habitude de penser que le soleil ne se levait que pour lui, compte tenu de la façon dont mes parents le traitaient. Ils n'ont jamais manqué un seul de ces matchs. Ils planifiaient en des vacances autour de ces tournois. Et moi, j'étais le bruit de fond dans leur montage de highlights. À l'école, j'étais différente. J'étudiais dur, plus dur que la plupart. J'ai été admise au programme de soins infirmiers grâce à des bourses et des nuits blanches, luttant non seulement contre les manuels, mais aussi contre une maladie qui essayait de me détruire de l'intérieur. Le lupus, diagnostiqué à 16 ans. J'ai gardé la plupart des choses secrètes, non pas par honte, mais parce que j'en avais marre d'entendre ma mère dire « Ne fais pas de tout une histoire de ta maladie ». J'ai appris à cacher la douleur, à planifier mes perfusions entre les examens, et à sourire malgré les poussées articulaires. Mais même le silence ne pouvait pas me gagner une place dans cette maison. La semaine dernière, nous avons eu un dîner de famille, le genre rare où tout le monde était à la maison. Drew venait d'être sélectionné pour participer au championnat d'État en Arizona. Mon père a ouvert une bouteille de vin. Ma mère a fait du poulet rôti et a forcé tout le monde à s'asseoir à table sans leur téléphone. Damn. Cela ressemblait à un souvenir d'un de ces drames familiaux chaleureux. Mais quand j'ai mentionné que j'avais passé une commande pour un nouveau médicament, un produit biologique pour lequel j'avais été approuvée après des mois d'appels, ils sont tous devenus silencieux. Elle est toujours malade, a marmonné Drew à voix basse, sans même lever les yeux de son assiette. Ma mère a offert un sourire crispé. Ne parlons pas de ça maintenant. Nous célébrons. Alors, je suis restée silencieuse. Je l'ai toujours fait. Puis est arrivé l'email. 6h12. Mon corps me faisait tellement mal que je ne pouvais même pas m'asseoir sans me soutenir sur ma table de chevet. J'ai ouvert le message et j'ai lu les mots 3 fois. Commande annulée à la demande du titulaire de la carte. Il n'y avait qu'une seule carte enregistrée, celle de mon père. Il me l'avait proposée il y a des mois, disant « Tu ne devrais pas avoir à choisir entre tes études et tes soins. » Je l'avais cru. Je n'aurais pas dû. Plus tard dans la matinée, j'ai attendu qu'il entre dans la cuisine. Le soleil se levait à peine. Il versait sa première tasse de café. Je lui ai demandé doucement pourquoi la commande avait été annulée. Il n'a même pas cligné des yeux, a juste haussé les épaules et a dit « Il y avait trop de frais en cours. » Et ma mère, debout près de l'évier, n'a même pas levé les yeux de ses fraises en ajoutant « Tu as toujours besoin de quelque chose. Mera, c'est suffisant maintenant. » J'avais envie de crier, de demander s'il savait ce que le lupus faisait à un corps sans traitement approprié. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, tremblant de douleur et de quelque chose de plus profond, quelque chose de vieux et de meurtrissure. Et j'ai dit un mot. Notez. Puis je suis montée à l'étage. J'ai fermé ma porte. Et je ne suis pas sortie pendant des heures. Ce matin-là, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas qu'il ne s'en souciait pas. C'était qu'il ne me voyait jamais vraiment. Pour eux, j'étais un fardeau enveloppé de responsabilités.
un rappel ambulant de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler, ne pouvaient pas réparer et ne voulaient pas gérer. Alors, ils ne l'ont pas fait, mais moi, je le ferai, je m'en chargerai, parce que cette fois, je n'allais pas disparaître silencieusement. 2 jours après l'annulation de la commande, j'ai trouvé mes parents dans le salon feuilletant des brochures d'hôtel et des confirmations de vol. Mon frère Drew se prélassait sur le canapé, lançant un ballon de football en l'air et le rattrapant comme si les lois de la gravité ne s'appliquaient qu'aux autres. Ils planifiaient leur voyage en Arizona, pour son grand match de championnat. J'étais encore invisible. Je pensais que nous ne faisions rien d'extravagant ce mois-ci, ai-je dit, en essayant de garder un ton neutre. Papa a levé les yeux avec cette même expression fatiguée qu'il avait toujours quand je parlais. Comme si j'étais le 5e email dans sa boîte de réception qu'il ne voulait pas ouvrir. « C'est une occasion spéciale », a-t-il dit. « On n'atteint l'état qu'une seule fois. » Maman a renchéri en parcourant son iPad. « D'ailleurs, ce n'est pas comme si nous faisions des voyages tous les ans. Sauf qu'ils en faisaient. Pour Drew. Toujours pour Drew. » Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit allé se coucher, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. Mes doigts tremblaient alors que j'ouvrais à nouveau le portail de la pharmacie, espérant que c'était une erreur. Peut-être un bug, peut-être une erreur technique, mais là, c'était commande annulée, autorisation révoquée par le titulaire de la carte. J'ai regardé les mots comme s'ils étaient écrits dans le feu. J'ai cliqué en arrière dans mes emails, essayant de trouver le numéro de confirmation lorsque j'avais passé la commande pour la première fois. Trouvé. J'ai cliqué à nouveau. Mon cœur s'est effondré. L'annulation s'est produite le même jour où mon père a acheté des billets d'avion en première classe pour Phoenix, le même jour exact où ma mère a réservé un séjour de 3 nuits dans un complexe 5 étoiles avec un forfait spa et des leçons de golf. J'ai vérifié les relevés de carte de crédit qu'ils avaient liés à mon profil lorsqu'ils avaient proposé de m'aider à gérer mes finances. Ils avaient probablement oublié que j'avais toujours accès. Là, c'était l'hôtel, le billet d'avion, la location de voiture de luxe, et aucune trace de mes médicaments. Le lendemain matin, je n'ai pas attendu le bon moment. Je suis allée directement dans la cuisine pendant que papa sirotait son smoothie protéiné et que maman parcourait le dernier post Instagram de Drew. J'ai vu les frais, ai-je dit. L'hôtel, les billets, vous avez utilisé l'argent destiné à mes médicaments. Mon père n'a pas bronché. Il n'a même pas levé les yeux. Je te l'ai dit, a-t-il dit. Trop de dépenses. Ma mère m'a enfin regardée. Et pour la première fois depuis des semaines, elle m'a vraiment vue. Mais pas avec amour, avec agacement, comme si j'étais une alarme qui sonnait et qu'elle ne voulait pas gérer. Tu as toujours besoin de quelque chose. Mera, a-t-elle dit. C'est épuisant, toute cette routine de fille malade. Ça devient vieux. Ces mots m'ont frappé plus durement que la douleur jamais ne l'avait fait. Ma gorge s'est serrée. Mais je ne lui ai pas donné la satisfaction de me voir pleurer. Je ne demande pas un week-end au spa, ai-je dit doucement. Je demande à respirer, je demande à marcher sans m'effondrer. Maman n'a pas répondu. Papa a pris son smoothie et est sorti de la pièce. Drew n'est jamais descendu. Je suis restée là, le cœur battant dans mes oreilles, sachant que je venais d'atteindre un point de non-retour. Plus tard dans la journée, j'ai appelé la pharmacie. La technicienne à l'autre bout du fil était gentille. Elle a confirmé ce que je savais déjà, que la carte avait été refusée et l'autorisation révoquée par le titulaire principal du compte. « Pouvons-nous facturer quelqu'un d'autre » a-t-elle demandé gentiment. J'aurais voulu dire oui, mais il n'y en avait pas. Pas encore. Alors, j'ai dit « non, pas pour le moment ». Et j'ai raccroché. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi, mais pas le genre de brisure qui vous détruit, le genre qui laisse entrer quelque chose de nouveau. Ils avaient pas choisi de dépenser des milliers pour le confort et l'image. J'allais choisir autre chose. J'allais choisir la vérité. Tannitsiest, même si je devais saigner pour cela. Tannan. Les jours suivants ont ressemblé à une marche dans l'eau, lourde, froide, interminable. J'allais en cours. Je prenais des notes. Je hochais la tête quand les professeurs m'interpellaient, mais tout était atténué, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. Chaque pas que je faisais donnait l'impression de traîner des poids. Mes articulations brûlaient. Ma vision se brouillait quand je me levais trop vite.
mais personne ne le remarquait. Pas mes camarades, pas mes professeurs, certainement pas ma famille. Ils étaient trop occupés à envoyer des confirmations de vol par SMS et à emballer les chaussettes porte-bonheur de Drew. J'ai entendu maman dire à une amie au téléphone qu'elle était si fière du chemin parcouru par son fils et de la cohésion de la famille. Cohésion, c'était riche. J'ai sauté le dîner ce soir-là, l'idée de m'asseoir à la même table, en faisant semblant d'aller bien pendant qu'il trinque à l'avenir de Drew, me donnait la nausée, mentée. Au lieu de cela, je suis allée à mon poste au café. C'était un endroit calme, juste à côté du campus. Le genre d'endroit avec des chaises dépareillées et des livres fanés alignés le long des fenêtres. Je l'aimais bien parce que personne ne s'attendait à ce que je sourie trop fort ou que je parle trop. Je pouvais juste bouger, faire du café, essuyer les tables, empiler des tasses et me sentir utile, ne serait-ce que quelques heures, ce soir-là. Mes jambes ont commencé à trembler à mi-chemin d'une simple commande de boisson. Au moment où j'ai atteint la caisse, mes bras étaient engourdis. Je me suis appuyée sur le comptoir, essayant de cacher à quel point mon corps me trahissait. Un client m'a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête, trop étourdie pour parler. Puis, tout a basculé. La dernière chose dont je me souviens, c'est quelqu'un qui criait mon nom et le bruit de la céramique d'une tasse se brisant sur le sol. Quand je me suis réveillée, il y avait des lumières au-dessus de moi, crues, fluorescentes, un plafond que je ne reconnaissais pas. L'odeur m'a frappée en premier, antiseptique, l'odeur stérile de tous les hôpitaux que j'avais jamais connus. Puis est venue la voix. Hé, tu vas bien, tu es en sécurité. C'est moi, Lynn, ma colocataire. Elle me tenait la main, mais son visage semblait n'avoir pas dormi depuis des jours. Tu as fait une crise, a-t-elle dit doucement, au travail. Tu t'es effondré. Ils m'ont appelé, et je suis venue tout de suite. J'ai essayé de parler, mais mes lèvres étaient sèches. Mon corps semblait avoir été écrasé et laissé à cuire au soleil. La porte s'est ouverte, et un homme en blouse est entré, milieu de la quarantaine. Lunettes, yeux gentils. Sa badge indiquait « Docteur Mendis ». Il a souri gentiment. « Tu nous as donné une petite frayeur. Mera. » J'ai essayé de m'asseoir. Je ne pouvais pas. Il semble que vous ayez eu une poussée de lupus neuropsychiatrique, a-t-il dit. Votre système nerveux est enflammé. Nous la traitons maintenant. Mais c'est grave. La voix de Lynn s'est brisée. Elle a sauté des doses. Elle n'avait pas les médicaments. Le docteur Mendiz s'est tourné vers elle. Confus. Pourquoi pas? Et avant que je puisse l'arrêter, elle l'a dit. Ses parents ont annulé la commande sans la prévenir. Il y a eu un silence dans la pièce, épais et étouffant. Le docteur Mendiz a hoché la tête lentement, comme si quelque chose de lourd venait de prendre sens. Cela explique beaucoup de choses. J'ai fermé les yeux. Je n'étais pas prête à parler. Pas encore. Parce qu'une partie de moi voulait encore croire que c'était une erreur. Mais au fond, je savais mieux. Joachim. Ils se sont présentés le lendemain matin, habillés comme s'ils allaient à l'église. Mon père en chemise bleue, boutonnée, et pantalon kaki, rasé de près, comme s'il avait une réunion pour impressionner quelqu'un. Ma mère en cardigan rose pâle, perles autour du cou, tenant une tasse de café hors de prix comme un accessoire. Ils n'avaient pas l'air inquiets, ils avaient l'air dérangés. Papa se tenait au pied du lit d'hôpital, les mains dans les poches, jetant un coup d'œil occasionnel aux machines. Maman était assise rigide dans un coin, jambes croisées, parcourant son téléphone comme si elle avait de meilleurs endroits où être. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé, sans me regarder. « En vie », ai-je dit. Pour l'instant, maman a soupiré. « Ne sois pas dramatique. » Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas l'énergie pour cela. J'avais des tubes dans les bras et la douleur rampait dans chaque nerf de mon corps comme si elle avait établi sa résidence permanente. Ce que je voulais demander, c'est pourquoi ils étaient là. Ce que je voulais vraiment demander, c'est pourquoi ils venaient. Puis Lynn est entrée. Elle portait mon téléphone, mon chargeur et un petit sac avec des articles de toilette qu'elle avait ramassés chez elle. Elle ne leur a rien dit. Elle n'avait pas à le faire. La tension dans la pièce s'est épaissie. « C'est ma colocataire », ai-je dit, la voix rauque. « C'est elle qui m'a trouvée.
Mon père a hoché la tête, comme s'il cochait mentalement cela sur une liste invisible. Maman n'a même pas reconnu Lynn. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers moi et a dit « Tu aurais vraiment dû nous dire que tu étais si malade. » J'ai ri. C'est sorti amer et sec. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai fait. Vous n'avez juste pas écouté. Bien. Il y eut un coup à la porte, et le docteur Mendez est entré, tenant un presse-papier et semblant bien trop éveillé pour quelqu'un qui travaillait de nuit. Il nous a salués, a regardé le moniteur, puis s'est tourné vers mes parents. « Je suis content que vous soyez là, » a-t-il dit. « Il y a quelque chose dont nous devons discuter ?» Maman a immédiatement redressé les épaules. Le docteur Mendis m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il a continué. Mera a eu une poussée de lupus neuropsychiatrique. C'est une complication grave, souvent liée au stress ou à une interruption de traitement. Elle n'a pas eu ses produits biologiques depuis des semaines. Mes parents n'ont pas réagi. Le docteur Mendis leur a laissé un moment. Puis a ajouté « Sa commande de pharmacie a été annulée. Nos dossiers indiquent qu'elle a été faite par le titulaire de la carte. C'est l'un de vous. » Papa s'est éclairci la gorge. « Oui, c'était moi. Il y a eu des problèmes de budget. » Le docteur Mendis a incliné la tête. « Budget, je vois. » Eh bien, refuser un traitement nécessaire pour une maladie chronique et dangereux, potentiellement mortel. La voix de ma mère était tendue. Nous ne sommes pas médecins. Comment étions-nous censés le savoir ? Vous ne l'étiez pas, a dit calmement le docteur Mendis. Mais on vous l'a dit. Mira vous a fait part de son diagnostic. Elle vous a fait confiance. Le silence qui a suivi semblait plus fort que n'importe quelle alarme. Lynn s'est avancée. Elle vous l'a dit. Elle a demandé de l'aide. Vous avez choisi de ne pas écouter. J'ai fermé les yeux. Non pas parce que j'étais fatiguée, mais parce que je ne pouvais pas supporter de les regarder. Pas maintenant. Pas comme ça. Docteur, a poursuivi Mendis. Je vais déposer un rapport auprès de l'équipe de défense des patients de l'hôpital. Il pourrait y avoir des implications juridiques en fonction de ces prochaines étapes. Les lèvres de maman se sont entr'ouvertes. Choquée. Vous nous blâmez. Non, a-t-il dit. J'énonce des faits. So. Mon père a regardé le sol. J'ai regardé le plafond. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de ce qui allait arriver parce que quelque chose avait changé. Je ne suppliais plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans le calme. Pas de machine qui bip, pas de médecin qui entre et sortent, pas de voix qui se disputent pour savoir qui est responsable de quoi. Juste le soleil à travers les stores et le doux bourdonnement de la climatisation. Lynn dormait sur la chaise à côté de moi, la tête penchée de manière inconfortable, un sweat à capuche groupé sous son cou. Elle était avec moi tous les jours depuis mon admission. Jamais demandé quoi que ce soit, jamais essayé d'expliquer ma douleur. Quand je me suis légèrement déplacée dans le lit, elle s'est agitée. « Hé !» a-t-elle dit doucement, clignant des yeux pour chasser le sommeil. « Tu es réveillée. »« À peine !» ai-je murmuré. Ma voix toujours rauque de déshydratation et de médicaments. Elle a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. « Comment te sens-tu » J'ai fait une pause avant de répondre. « Je ne sais pas. Différemment. » Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait exactement ce que je voulais dire. Nous sommes restés assises en silence pendant quelques minutes, le genre de silence que l'on ne précipite pas, le genre qui vous permet de respirer après avoir serré votre poitrine trop longtemps. Puis, Lynn a fouillé dans son sac à dos et en a sorti un dossier imprimé. La couverture disait « Droit du patient et soutien juridique. Cas de négligence médicale. Je ne voulais pas vous submerger. » a-t-elle dit. Mais le docteur Menz a pensé que vous devriez avoir cela. J'ai fixé le dossier. Au début, je n'ai rien ressenti, juste de l'épuisement. Puis, j'ai ressenti de la colère, pas de la rage. Pas de la colère à hurler, à renverser des tables. Non, c'était plus froid, plus calme, plus concentré. C'était le genre de colère qui vous faisait aiguiser vos bords et stabiliser vos mains. Ils ont choisi, ai-je murmuré. Ils ont regardé ma partie, regardé le match de Drew, et ils ont pris une décision. Lynn n'a pas interrompu. Ils ont choisi le confort. Ils ont choisi les apparences. Ils ne m'ont pas choisi. J'ai levé les yeux vers elle, les yeux brûlants. Alors maintenant, je choisis.
Elle s'est penchée en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Que veux-tu faire » Il y a eu un long silence. Puis, je l'ai dit, je veux m'assurer que cela n'arrive plus jamais à personne. Ses yeux se sont agrandis, mais pas de surprise, de soulagement. Elle l'a vu, que quelque chose en moi avait changé, mais plus tard dans la journée, le docteur Mendes est revenu. Il a amené quelqu'un avec lui, une femme dans la quarantaine, aux yeux gentils et au blazer trop chic pour un couloir d'hôpital. « Voici Audrey Gray », a-t-il dit. C'est une avocate spécialisée dans les droits civiques. Elle est spécialisée dans la négligence médicale et la défense des patients. Elle a aidé beaucoup de personnes dans votre situation. Audra a souri gentiment. Seulement, si vous voulez de l'aide, c'est votre décision. Mera, chaque étape. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir le choix. J'ai regardé Lynn, puis Audra. J'en ai fini d'être silencieuse. Ai-je dit. Personne n'a rien dit pendant un moment. Puis Audra a ouvert son dossier et a dit « Alors commençons ». À la fin de cet après-midi-là, nous avions commencé à rassembler des documents, des dossiers de pharmacie, des confirmations d'email, des messages textes, des antécédents médicaux. J'ai tout raconté à Audra concernant la commande annulée, les réservations de vol, le forfait spa, la visite à l'hôpital, les années où l'on m'a dit de me calmer, de ne pas gâcher l'ambiance, d'attendre la fin de la saison de Drew. Et elle a écouté, vraiment écouté, comme ma propre mère ne l'avait jamais fait, quand elle est partie ce soir-là. Elle m'a serré la main et a dit « Ils vous ont sous-estimé ». Et peut-être que pour la première fois, j'ai cru que c'était une bonne chose, parce que maintenant, je ne faisais pas que survivre, je me préparais à la guerre. Les jours suivants, ma chambre d'hôpital s'est transformée en quartier général de guerre. Lynn a apporté son ordinateur portable. Audra a apporté une imprimante. Le docteur Mendes a faxé des copies de mes antécédents médicaux et de mes notes de traitement. Et moi, eh bien, j'ai apporté les souvenirs, ceux que j'avais passé des années à essayer d'oublier. Nous avons commencé par la pharmacie. Audra a sorti l'email que j'avais reçu d'eux, celui qui confirmait que la commande avait été annulée par le titulaire de la carte. Puis nous avons contacté directement la pharmacie. La représentante du service client était d'abord prudente. Mais Audra savait quoi dire. Quel mot déclencher le protocole juridique? Et en quelques minutes, nous avons eu un journal détaillé. Commande passée, assurance vérifiée, paiement en attente, annulé par le titulaire de la carte, horodaté, documenté, indéniable, c'est une pièce, a dit Audra, glissant l'enregistrement imprimé dans un épais dossier intitulé Langston privé. Ensuite, c'était la piste de paiement. J'avais presque oublié que mon père m'avait ajouté comme utilisateur secondaire sur le tableau de bord, partager des cartes de crédit familial, quand il prétendait encore s'en soucier. Je me suis connectée. L'interface était familière. Comme visiter la chambre d'un enfant, où les meubles avaient été réarrangés. Nous l'avons trouvé. Billet d'avion. 2 billets en première classe pour Phoenix. Réservation d'hôtel dans un complexe de golf 5 étoiles. Soins spa, service en chambre, champagne. Tout cela réservé le même jour que l'annulation de la commande de médicaments. Audra a juste hoché la tête. C'est un schéma et une intention. Puis vint la partie la plus difficile, les souvenirs. Lynn et moi sommes restées silencieuses pendant un moment avant que je ne commence. Il y a eu une nuit, ai-je dit. En première année, j'ai eu une poussée très forte. Je pouvais à peine marcher de ma chambre à la salle de bain. Mes mains tremblaient. J'ai demandé à ma mère si nous pouvions aller aux urgences. Juste pour des fluides. Peut-être une injection de stéroïdes. Qu'a-t-elle dit? A demandé Audra. J'ai ri. Mais il n'y avait pas d'humour. Elle a dit « Pas ce soir. Drew a une compétition de natation demain. Il a besoin de se reposer. » Audra a griffonné quelque chose. Combien de fois cela s'est-il produit? Plus que je ne peux compter. Je lui ai montré des messages textes de ces nuits-là. Des messages courts et désespérés que j'avais envoyés à mes parents. Aidez-moi. S'il vous plaît. Je pense que ça empire. J'ai peur. Aucune réponse. Mais les captures d'écran parlaient plus fort que le silence. Lynn a levé les yeux de ses notes. « Tu te souviens de Noël dernier quand tu as eu cette infection au site de la perfusion ?» J'ai hoché la tête. « Elle t'a fait porter des manches longues pour que la famille ne pose pas de questions.
Elle a dit que ça gâcherait l'ambiance. Ai-je murmuré. Audra n'a rien dit. Elle a juste ajouté tout cela au dossier. Un par un, nous avons reconstruit l'histoire. Chaque fois qu'on me disait de rester silencieuse, d'attendre, de ne pas gâcher les choses pour Drew. Chaque fois que ma maladie devenait une gêne à gérer plutôt qu'une réalité à affronter, le docteur Mendes est passé plus tard dans l'après-midi. Il a apporté un résumé tapé de mes poussées avec sa signature en bas et une ligne qui disait « La santé de cette patiente a été considérablement compromise en raison d'un traitement retardé ou refusé. » J'ai fixé le papier. C'était si officiel, si noir et blanc. Et pendant un moment, j'ai eu l'impression de regarder ma vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Pas la fille qui baissait la tête et essayait d'être facile à aimer, mais une personne qui avait été trahie, encore et encore. Audra m'a vu fixer. « C'est votre histoire », a-t-elle dit doucement. Ils ont essayé de l'enterrer pendant des années. Maintenant, il est temps de la déterrer et de montrer au monde ce qu'ils ont choisi d'ignorer. Je n'ai pas pleuré, pas ce jour-là. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé 4 mots dans un document vierge. La douleur n'est pas égoïste. Varsen. Il y a quelque chose d'étrange dans la mémoire. Lorsque vous essayez de la supprimer, elle persiste, rôde, attend, mais à la seconde où vous décidez de la laisser sortir, de la dire à voix haute, elle revient en flèche avec des couleurs plus vives que vous ne vous en souvenez, des sons plus forts que vous ne vous y attendiez, et des sentiments que vous pensiez avoir enterrés il y a longtemps. C'est ce qui s'est passé quand Audra m'a demandé d'écrire tout, pas pour le tribunal, pas pour un article, juste pour moi. « Sors tout », a-t-elle dit. « Nous façonnerons la partie juridique plus tard. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu te souviennes, pas en tant qu'avocate, mais en tant que quelqu'un qui te croit. » Alors, j'ai rouvert mon ordinateur portable, le même que j'utilisais pour prendre des notes à l'école d'infirmière, le même que j'utilisais pour commander mes médicaments, le même sur lequel j'ai pleuré une fois quand la douleur était trop forte pour taper. Et j'ai écrit « Pizza ». J'ai écrit sur le fait d'avoir 13 ans et de manquer 3 semaines d'école à cause d'une poussée. J'ai écrit sur le moment où j'ai saigné à travers mes draps à 16 ans parce que mon système immunitaire avait décidé de s'attaquer de manière nouvelle et effrayante. Et comment ma mère m'a dit de ne pas faire de scène quand j'ai demandé à aller aux urgences pendant le dîner de Noël. J'ai écrit sur le bal de promo de première année où j'ai dû porter des chaussures plates parce que mes chevilles étaient trop enflées pour les talons. J'ai écrit comment j'ai passé toute la soirée à sourire pour des photos avec des amis tout en comptant tranquillement les minutes jusqu'à ce que je puisse prendre mes médicaments dans les toilettes. J'ai écrit comment mon rendez-vous m'a demandé pourquoi j'avais l'air fatiguée sur toutes les photos. Sim. J'ai écrit sur le jour où Drew a planté la voiture de papa et où tout le monde s'est précipité pour le réconforter, même si j'étais assise dans la cuisine avec 39 degrés de fièvre, trop faible pour demander même de l'eau. Cette nuit-là, j'ai rampé jusqu'au réfrigérateur à 4 pattes pendant que ma famille riait dans le salon de « Comme les garçons sont des garçons ». Tout s'est déversé comme si quelqu'un avait enfin ouvert la vanne. Quand j'ai eu fini, j'avais plus de 30 pages. Je l'ai donné à Audra le lendemain. Elle n'a rien dit en lisant, a juste tourné lentement, page par page, soulignant parfois un mot ou écrivant une note en marge. Quand elle eut terminé, elle me regarda et dit « Ce n'est pas juste un témoignage, c'est une chronologie de négligence systémique. Tu as construit un dossier. Mera, que tu le veuilles ou non. » Lynn est entrée avec du café. Elle s'est assise à côté de moi et a jeté un coup d'œil à la pile de pages. « Laisse-moi deviner, » a-t-elle dit. La chapitre de l'enfer. J'ai ri, le premier vrai rire depuis des jours. Plutôt les choses que je n'avais pas le droit de dire à voix haute. Lynn a posé sa main sur la mienne. « Eh bien, dis-les maintenant, aussi fort que tu peux. » Cette nuit-là, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai recommencé à écrire. Cette fois, pas pour Audra, pas pour le tribunal, mais pour le monde. Je l'ai titré « La douleur n'est pas égoïste ». Je n'ai pas retenu mes coups, j'ai parlé des symptômes physiques. Oui, mais aussi de l'isolement émotionnel, des calculs mentaux pour décider s'il fallait demander de l'aide ou rester silencieuse pour éviter d'être trop. J'ai écrit sur le gaslighting, la culpabilité,
La façon dont ma famille a utilisé le silence et les réalisations de Drow comme un bouclier contre la responsabilité. Sao. Et à la fin, j'ai écrit « Si jamais on vous a dit que votre douleur était gênante, si vous avez jamais dû ravaler votre souffrance pour protéger le confort de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas égoïste. » J'ai cliqué sur poster. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai attendu. Je n'attendais rien, vraiment. Peut-être quelques j'aime de camarades de classe, peut-être le silence, mais au matin, le post avait explosé. Des centaines de commentaires, des milliers de partages, des messages de personnes de tout le pays, des infirmières, des patients, des filles, des fils qui avaient des histoires qui ressemblaient à la mienne, des gens qui disaient « C'est aussi ma vie », des gens qui disaient « Merci d'avoir dit ce que je ne pouvais pas ». Et juste comme ça, ma douleur est devenue autre chose. Elle est devenue une voix. Plus je parlais, plus je me souvenais. Les souvenirs sont drôles comme ça. Vous pensez avoir enterré quelque chose pour de bon, pour seulement le voir se frayer un chemin à la seconde où le silence se brise, après que le post soit devenu viral. J'ai reçu un email d'une productrice de podcast. Elle dirigeait une émission bien connue sur la justice médicale, et elle voulait que je parle. Pas seulement de la commande de pharmacie, mais de tout. Au début, j'ai hésité. Cela semblait trop grand, trop cru, trop personnel. Mais Lynn m'a regardé dans les yeux et a dit « Tu l'as déjà vécu, le raconter ne te tuera pas. Rester silencieuse l'a presque fait. » Alors j'ai dit oui. La nuit avant l'enregistrement, je n'arrivais pas à dormir. Pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que mon cerveau ne cessait de me montrer des scènes dont je ne me souvenais même pas. Comme cette fois où j'avais 9 ans et où j'avais la gorge tellement enflammée que je ne pouvais pas parler. Je suis restée à la maison, recroquevillée dans le salon sous une couverture, à peine capable d'avaler. Ma mère m'a apporté du pain grillé, l'a posé sur une assiette et a dit « Ne respire sur rien. Le concours d'orthographe de Drew, moi, la semaine prochaine. » Ou cette fois où j'avais 15 ans et où je devais avoir un rendez-vous de suivi avec un rhumatologue. Et mon père l'a annulé parce qu'il ne voulait pas manquer les sélections régionales de football de Drew. Je n'avais pas pensé à ça depuis des années. Mais maintenant, cela m'a frappé comme un train de marchandises. Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient priorisé. Le matin de l'interview, je me suis assise devant un microphone avec un producteur sur Zoom et l'animatrice dans mes écouteurs. Sa voix était chaleureuse, rassurante. « Nous sommes ici aujourd'hui avec Mira Langston », a-t-elle commencé, une étudiante en soins infirmiers qui vit avec le lupus depuis l'âge de 16 ans et dont l'expérience récente a suscité une conversation nationale. J'ai dégluti difficilement. Puis j'ai parlé. Je leur ai parlé du médicament annulé, du voyage en Arizona, de l'effondrement au travail, mais je leur ai aussi dit ce qu'aucun document ne pouvait capturer. Je leur ai dit ce que ça fait d'être l'enfant qui reçoit les restes d'amour, celui qui n'est pas choisi, celui dont la douleur est toujours programmée autour des projecteurs de quelqu'un d'autre. J'ai dit « Les gens pensent que la négligence médicale, c'est ne pas obtenir de prescription. Percy. Mais parfois, c'est ne pas être cru, être traité comme si la trahison de votre corps était de votre faute, être puni pour avoir besoin de soins. » Il y a eu une pause de l'autre côté. Puis l'animatrice a dit « Mera, je pense que beaucoup de gens se sont sentis vus pour la première fois, quand l'épisode a été diffusé. » La réponse a été écrasante. Des commentaires, des emails. Une lettre manuscrite d'une femme de l'Ohio qui avait été expulsée de la maison de ses parents à 22 ans après avoir été diagnostiquée avec une sclérose en plaques. Et puis il y a eu quelque chose que je ne m'attendais pas. Un message de mon professeur de biologie du lycée. « Salut Mera, j'ai entendu ton histoire. Je veux que tu saches que quand tu t'endormais au fond de la classe. Je ne pensais pas que tu étais paresseuse. J'étais inquiète. Je suis désolée de ne rien avoir dit. Je le vois maintenant. Stan. » Je suis restée avec ce message pendant longtemps parce qu'une partie de moi s'était toujours demandé si quelqu'un avait remarqué. Il s'avère que certaines personnes l'ont fait. Elles ne savaient juste pas quoi faire de ce qu'elles remarquaient. Audra m'a appelée le lendemain. Elle avait suivi tout ce qui se passait. « J'espère que tu es prête, » a-t-elle dit. « Nous allons passer de la sensibilisation à l'action. J'ai déposé la requête préliminaire. L'audience aura lieu plus tôt que prévu.
J'ai pris une profonde inspiration. Pensez-vous que je vais gagner? Audra a fait une pause, puis a dit « Tu gagnes déjà ». Le post a commencé comme une entrée de journal. Il n'était pas poli. Il n'était pas stratégique. Il était cru et sans filtre. Juste moi, mes pensées et un clavier usé. J'avais écrit des fragments dans ma tête pendant des années, lors de longs trajets en bus, dans les salles d'attente, en restant éveillée à 3 instants du matin, avec la douleur qui ricoche dans ma colonne vertébrale. Chaque mot était un cri silencieux que je n'avais jamais laissé sortir jusqu'à présent. Je l'ai intitulé « La douleur n'est pas égoïste ». J'ai écrit « Ils m'ont dit que j'étais trop sensible, trop dramatique, trop compliqué ». Mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'était « Tu es trop gênante pour le fantasme que nous avons créé sur nous-mêmes ». J'ai parlé de ce que c'est que de demander de l'aide et de rencontrer le silence, de s'asseoir à la table du dîner pendant que les gens parlent au-dessus de toi, autour de toi, jamais à toi, d'être traité comme un projet, jamais comme une personne. J'ai décrit le coût de rester silencieuse, pas seulement en termes médicaux, mais en termes émotionnels, la solitude, le doute de soi, la honte qui fleurit lorsque les personnes que vous aimez le plus regardent votre souffrance et disent « Tu exagères ». Et puis j'ai terminé comme ceci. Si jamais on vous a fait sentir que votre maladie était un inconvénient, si votre douleur a été accueillie par des roulements d'yeux au lieu de soins, si votre lutte pour la survie a été qualifiée de drame, ce poste est pour vous. La douleur n'est pas égoïste. Avoir besoin d'aide n'est pas un échec moral. Tu mérites d'être vu. J'ai cliqué sur « Publier ». Puis, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allée me promener. C'était tôt en soirée. Le soleil était bas. Le ciel virait à une sorte de violet meurtri. J'ai passé devant le café où je m'étais effondrée, devant l'arrêt de bus où j'étais assise pendant 40 minutes, avec de la fièvre, trop effrayée pour appeler à la maison, devant la clinique où j'avais supplié des échantillons gratuits parce que je ne pouvais pas me permettre mes médicaments ce mois-là. Quand je suis retournée à l'appartement, Lynn était assise sur le canapé, regardant son téléphone. « Tu dois voir ça », a-t-elle dit. Le post était devenu viral, en quelques heures. Il avait été partagé plus de 50 000 fois. La section des commentaires était devenue un groupe de soutien numérique. Des gens de tous les coins du pays, certains d'autres parties du monde, partageaient leurs histoires. Une femme à Seattle a écrit « On m'a dit que j'étais paresseuse parce que j'avais besoin de faire la sieste. » Il s'avère que j'avais aussi un lupus. Un homme en Floride a commenté. Mon frère m'a dit d'arrêter de simuler des crises. J'ai été diagnostiquée plus tard avec une épilepsie. Des adolescents, des grands-parents, des vétérans, des infirmières, des mères célibataires, des gens qui étaient restés silencieux pendant des années avaient enfin un endroit où parler. Je parcourais les messages avec des larmes dans les yeux. Pas seulement pour moi, mais pour eux tous, l'armée invisible dont je ne savais pas que je faisais partie. Madame, le lendemain matin, je me suis réveillée avec 3 appels manqués et 7 demandes des médias. L'une d'elles était d'un podcast dont je n'avais jamais entendu parler. Mais apparemment, il avait plus d'1 million d'auditeurs. Une autre venait d'une organisation à but non lucratif pour les maladies chroniques qui voulait imprimer mon article dans le cadre d'une campagne nationale de sensibilisation. J'ai lu chaque mot 2 fois, puis je les ai tous transmis à Audra. Elle m'a appelé quelques minutes plus tard. « Félicitations », a-t-elle dit. « Tu es devenu un témoin et un catalyseur ?» J'ai ri. « Je ne voulais pas commencer un mouvement. Tu ne voulais pas non plus survivre », a-t-elle dit. « Mais tu l'as fait, cet après-midi-là. » Je me suis assise à mon bureau et j'ai imprimé le post. Je voulais le tenir dans mes mains, sentir son poids, me rappeler que ce n'était pas juste des mots, c'était la preuve, c'était le pouvoir. J'ai glissé le papier dans un dossier étiqueté « Le Ville Trust ». À ce moment-là, ce n'était qu'une phrase, mais bientôt, ce serait bien plus, à la fin de la semaine. J'avais parlé sur 2 podcasts, un segment de nouvelles locales et un panel Zoom en direct avec 3 autres femmes vivant avec des maladies auto-immunes. Chaque fois que je racontais mon histoire, c'était un peu plus facile, pas parce que la douleur s'est estompée, elle ne l'a pas fait, mais parce que la honte a commencé à se dissiper, la culpabilité que j'avais portée pendant des années.
comme si les défaillances de mon corps étaient une tare de caractère, a commencé à s'écailler comme du vieux papier peint. Les gens écoutaient. Mais plus important encore, les gens répondaient. Je n'étais pas seulement entendue, j'étais crue. Un après-midi, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Tessa qui dirigeait un groupe de défense communautaire appelé Dignité d'abord. Elle avait lu « La douleur n'est pas égoïste » et voulait collaborer. Il préparait une campagne nationale axée sur la négligence médicale dans les familles défavorisées. Et elle pensait que mon histoire pourrait être l'étincelle. « Tu n'es pas seulement le visage de cela, Mera », a-t-elle dit. « Tu es le cœur battant. » Je l'ai remerciée. Puis j'ai raccroché et je suis restée assise avec ces mots pendant un moment. Le cœur battant. Personne dans ma famille ne m'avait jamais décrite comme autre chose que fragile, exigeante, coûteuse. Maintenant, des étrangers m'appelaient puissante. Et puis le changement s'est produit. Il a commencé doucement. Une demande de message d'une connaissance du lycée à qui je n'avais pas parlé depuis des années. « Salut, c'était à propos de tes parents. J'ai reconnu ta mère dans un des commentaires. » Puis un autre. « Je connais Drew. Nous avons joué au club ensemble. Il parlait toujours de la façon dont sa sœur était dramatique à propos de sa santé. Je n'avais aucune idée. » Puis sont venus les articles. D'abord un blog de santé, puis un site d'investigation de niveau moyen l'a repris, au moment où Health Watch Today a publié un titre. Étudiante privée de traitement par sa famille, survivante du lupus témoigne. C'était officiel. Mon nom était dehors. Le leur aussi. Je ne les ai pas nommés directement. Mais les gens ont connecté les points plus vite que je ne m'y attendais. En quelques heures, les sponsors de Drew étaient tagués sur les réseaux sociaux. Les gens ont inondé la page d'athlétisme de l'école, exigeant qu'elle publie une déclaration. Le groupe communautaire de mes parents, le même où ma mère donnait autrefois des conférences sur la parentalité positive, a commencé à recevoir des questions. L'un des commentaires disait « C'est drôle qu'elle ait oublié de mentionner l'hospitalisation de sa fille lors de cette discussion sur le bien-être l'automne dernier. » Puis est arrivé l'email du comité du championnat de l'Arizona. Un message court et stérile indiquant que, en raison des préoccupations soulevées par les médias et la protestation publique, nous examinons toutes les affiliations et les relations de parrainage liées à Monsieur Drew Langston. Lynn m'a regardé de l'autre côté de la table. Ils le ressentent maintenant. J'ai hoché la tête. Mais je n'ai pas souri, parce que ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question d'exposition. Pendant des années, ils ont construit cette maison de cartes, d'images, de perfection, de sourires du dimanche et de photos de vacances avec des légendes soigneusement éditées. Maintenant, le vent se levait. Audra m'avait prévenu que l'attention médiatique s'intensifierait rapidement. Elle ne s'est pas trompée. Bing! Nous avons commencé à recevoir des appels des principaux réseaux. L'un d'eux m'a proposé de me faire venir pour une interview en studio. J'ai refusé. Je n'étais pas prête pour les lumières et les caméras. Je construisais encore quelque chose de plus silencieux, de plus durable. Le dossier sur mon bureau s'était épaissi. À l'intérieur se trouvaient des lettres de personnes que je ne connaissais pas. Des notes manuscrites sur du papier ligné, parfois juste une ou deux phrases. « Merci. Je pensais être la seule. Je n'ai pas parlé à ma sœur depuis 12 ans. Maintenant, je sais pourquoi. J'aurais aimé que ma fille vive assez longtemps pour trouver vos mots. » Chacune me rappelait que ce n'était pas juste une histoire, c'était un miroir. Et quand assez de personnes tiennent un miroir, la vérité n'a nulle part où se cacher. Cette nuit-là, j'ai reçu un texto de mon père, juste 5 mots. « Il faut qu'on parle, s'il te plaît. » Je l'ai fixé pendant longtemps. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis retournée à l'écriture parce que cette fois, ma voix n'était pas seulement la mienne, elle appartenait à chaque personne à qui on avait dit que sa souffrance était une tache sur le portrait de famille. Le palais de justice sentait le vieux papier et le bois poli. Je me souviens avoir pensé cela, alors que je me tenais juste devant les portes de la salle d'audience, serrant un dossier rempli de documents qui semblait plus lourd qu'il ne le devrait. Lynn m'a doucement serré l'épaule. « Prête ?»« Non ?» ai-je dit. « Mais j'y vais quand même. » La pièce était calme quand nous sommes entrés. Pas vide, juste immobile, comme si tout le monde attendait le premier souffle pour briser le silence. Je les ai vus immédiatement. Mes parents,
Arlon était assis avec les mains soigneusement jointes sur ses genoux, sa mâchoire serrée. Sheila avait l'air plus petite que d'habitude, les épaules voûtées, ses cheveux tirés trop serrés, comme pour se tenir ensemble. Aucun d'eux ne m'a regardé. En face d'eux était assise Audra, calme comme toujours, feuilletant ses notes avec une précision chirurgicale. Elle n'avait pas besoin de se pavaner. Les faits étaient suffisamment bruyants. Quand le juge est entré, nous nous sommes tous levés. Il était plus âgé, parlait doucement, mais ses yeux étaient vifs. Personne ne parlait hors tour. Ce n'était pas un procès pénal, c'était une audience civile. Mais la tension dans la pièce aurait pu couper l'acier. Audra a commencé par les bases. Antécédents médicaux. Chronologie du diagnostic. Preuve du traitement annulé. Impression de la pharmacie. Email. Relevé bancaire. Tout était exposé. Silencieux et dévastateur. Puis elle m'a appelé à la barre. Mes genoux semblaient être en eau, mais je me suis levée. J'ai levé ma main droite. J'ai juré de dire la vérité. Et puis je l'ai fait. J'ai raconté au tribunal ce que ça faisait d'être malade et invisible, ce que cela signifiait de demander de l'aide et de rencontrer de l'irritation. J'ai décrit le matin où j'ai reçu l'email d'annulation, les billets d'avion, les reçus d'hôtel. Ma voix n'a pas tremblé. Pas une seule fois. Le juge a posé une question. « Mademoiselle Langston, qu'espérez-vous accomplir avec cette action ?» Je l'ai regardée et j'ai dit « Faire en sorte que personne d'autre n'ait à supplier ses parents pour avoir le droit de rester en vie. » Silence. Puis, Audra a appelé Lynn. Elle s'est assise avec confiance, les mains jointes, la voix ferme. Je l'ai trouvée par terre, a-t-elle dit. En convulsion, je pensais qu'elle allait mourir. J'ai demandé à ses parents ce qui s'était passé. Ils m'ont blâmée. Ils n'ont même pas demandé comment elle allait jusqu'à ce que le médecin mentionne un rapport formel. Le juge a haussé un sourcil. Ils vous ont accusé de négligence. Lynn a hoché la tête. J'ai vécu avec Mira pendant 2 ans. Je sais comment elle prend soin d'elle-même. Je sais à quel point elle a essayé de ne pas être un fardeau. Mais la vérité est qu'ils étaient censés être ceux qui la protégeaient. Puis le docteur Mendis a témoigné. Il n'avait pas besoin de théâtralité. Ses mots étaient cliniques, factuels et froids. Retarder le traitement du lupus peut entraîner des dommages irréversibles, une défaillance d'organes, un déclin neurologique. Mira Langston était au bord des deux. Il a jeté un bref coup d'œil à mes parents. Il n'y a aucune excuse médicale pour ce qui s'est passé, seulement de la négligence. Enfin, Arlon et Sheila ont eu la possibilité de parler. Mon père s'est levé, a ajusté sa veste et a dit « Nous étions sous pression financière. Nous ne comprenions pas la gravité. » Le juge a haussé un sourcil. « Vous êtes banquier, Monsieur Langston, et vous avez acheté un forfait de villégiature de 4 000 $ la même semaine où vous avez annulé les médicaments de votre fille. » Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Elle m'a finalement regardée. Et tout ce que j'ai vu, c'était de la peur, pas du regret, pas de l'amour. La peur d'être vue pour qui elle était vraiment. Le juge s'est penché en arrière, a enlevé ses lunettes et a expiré lentement. « Je ne crois pas que ce fut un malentendu, » a-t-il dit. « Ce fut un manquement délibéré à la responsabilité, non seulement éthique, mais légal. Son marteau a frappé le bois. Requête approuvée, dommages à payer, protections médicales appliquées, ordonnance de non-contact immédiate accordée. C'était fini, mais autre chose avait commencé. Quand je suis sortie dans le couloir, Lynn m'attendait les yeux rougis et Audra à ses côtés avec cet acier familier dans sa colonne vertébrale. Je l'ai senti, pas la victoire, pas la justification. Quelque chose de plus profond, comme si j'avais enfin pris position en moi-même. Après le jugement, j'ai pensé que les choses deviendraient silencieuses. Elles ne l'ont pas fait, si quoi que ce soit. Le silence dans lequel j'avais vécu pendant des années avait été remplacé par un écho, quelque chose de plus fort, de plus lourd, d'impossible à ignorer. Ce n'était plus venant de moi. Cela venait du monde. 3 jours après l'audience, le docteur Mendis m'a appelé dans son bureau à l'hôpital. Je pensais que c'était juste un suivi, un contrôle de routine. Ça ne l'était pas. Il s'est assis en face de moi. Un grand dossier en manille sur son bureau. Les mains jointes avec le genre de calme qui ne vient qu'après des années à regarder les gens se briser et se réparer.
Mera, a-t-il dit doucement, je dois que tu saches quelque chose. Après ton cas, l'hôpital a lancé une enquête interne formelle. J'ai cligné des yeux. Sur quoi? Protocole de tutelle médicale, interférence parentale, schéma de retard de soins. Nous sommes retournés et avons examiné tous les cas de mineurs et d'adultes dépendants signalés au cours des 5 dernières années. Il a fait une pause, et nous en avons trouvé plus. Le dossier devant lui n'était pas le mien. C'était une liste, une longue liste. Des gens comme toi, a-t-il continué. Des enfants et de jeunes adultes atteints de maladies chroniques dont les soins ont été retardés, sabotés ou rendus moins prioritaires par leurs tuteurs légaux. La plupart d'entre eux avaient peur de parler. Certains n'ont pas survécu assez longtemps non plus. J'ai eu l'impression que l'air m'avait été coupé. Il m'a glissé le dossier. Et maintenant, nous ne laissons plus cela arriver. Le conseil d'administration de l'hôpital avait approuvé une nouvelle initiative, une groupe de travail, une formation obligatoire pour tout le personnel sur la manière d'identifier les schémas d'interférence non médicales dans les traitements. Il l'appelait le protocole Langston. J'ai fixé le nom. Cela ne ressemblait pas à une justification. Cela ressemblait à quelque chose de plus lourd, quelque chose de sacré, comme un avertissement gravé dans le marbre pour que d'autres ne tombent pas dans les mêmes fissures. Plus tard cette semaine-là, Audra m'a transmis un email du bureau du procureur du comté. Apparemment, ils avaient suivi de près les procédures civiles. La décision du juge avait ouvert la voie à une enquête criminelle. Nous ne parlons pas de barreau de prison, a dit Audra quand nous nous sommes rencontrés dans son bureau. Mais nous parlons d'accusation, négligence au niveau du crime grave, fraude, mise en danger. Mes parents n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Drew non plus. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis le verdict. Il était devenu radio-silencieux, avait même nettoyé ses réseaux sociaux. Plus de selfies en uniforme, plus de hashtags de victoire. Juste une photo de profil noir et une bio vide. La rumeur disait que sa bourse était en pause. Les sponsors s'étaient retirés. Je ne ressentais pas de triomphe. Je me sentais propre. Comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une maison qui sentait la moisissure depuis des années. L'air n'a pas tout réglé, mais il m'a permis de respirer. Ce week-end-là, le docteur Mendis m'a invité à parler lors d'un panel d'éthique médicale. C'était petit, surtout des résidents et des fellows. Mais il a insisté pour que ma voix compte. Tu n'es pas juste une histoire. Mera, a-t-il dit, tu es un changement. Alors, je me suis tenue devant un demi-cercle de personnes en blouse et en blouse blanche, et je leur ai raconté ce que c'était que d'être médicalement gaspillé par les personnes qui signaient vos formulaires de consentement. Je leur ai dit ce que cela signifiait d'avoir la douleur rejetée, non pas par des étrangers, mais par ceux qui prétendent vous aimer le plus. J'ai terminé par ceci. Tous les torts ne laissent pas de bleu. Certains se cachent dans les dossiers, dans les rendez-vous manqués, dans le silence entre les questions que les médecins ne posent jamais. Mais c'est quand même un tort. Quand je suis descendue, ils ont applaudi, pas poliment, mais avec urgence. Et j'ai su alors. Nous n'allions pas revenir en arrière. Si j'étais l'allumette, Lynn était le feu qui la maintenait allumée. Après le panel d'éthique et la première vague d'attention médiatique, le tribunal a de nouveau contacté, cette fois, pas pour moi, mais pour Lynn. Elle a été citée à comparaître comme témoin tiers dans l'examen à venir, dirigé par le bureau du procureur du district. Ce n'était pas encore un procès, mais c'était proche. Le matin où elle devait parler. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre dans notre petite cuisine. Elle tenait une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. Ses doigts tremblaient, mais son visage était calme. « Tu n'es pas obligée de faire ça ?» ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu de la colère derrière ses yeux. « Je le dois !» a-t-elle répondu. « Parce que je t'ai vu te réduire pendant 2 ans dans cet appartement. Je t'ai vu t'effacer à chaque instant de silence. Et personne n'a jamais rien dit. Pas ton école. Pas le système. Même pas moi. Je l'ai laissé faire. » J'ai ouvert la bouche pour protester, mais elle a levé la main. C'est moi qui reprends un peu de ça. Au tribunal, elle était une force. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas failli. Elle a raconté l'histoire en lignes claires.
dépouillée du drame, mais riche de vérité. Elle a parlé du jour où elle est rentrée à la maison et m'a trouvée effondrée près de la salle de bain. Comment je tenais encore mon téléphone à la main, essayant d'appeler à l'aide. Elle a parlé du nombre de fois où j'ai murmuré des excuses pour prendre de la place, pour avoir besoin de sacs de glace, pour lui demander d'aller chercher des prescriptions quand je ne pouvais pas bouger. Et elle a parlé de mes parents, de la façon dont ils sont arrivés à l'hôpital 2 heures plus tard. Pas en panique, pas en deuil, mais dans des vêtements repassés et des expressions froides. Et ils sont entrés comme s'il s'agissait d'une réunion du conseil d'administration, a-t-elle dit. Comme si Mira était une gêne pour laquelle ils devaient signer des papiers, l'assistant du procureur s'est penché en avant. Mademoiselle O'Weran, de votre point de vue, les Langston ont-ils démontré une quelconque préoccupation pour le bien-être de leur fille pendant son hospitalisation? Lynn n'a pas hésité. Non, ils ont montré de la préoccupation pour les apparences. Ce n'est pas la même chose. Il y a eu un bruissement de murmures dans la salle d'audience. Le juge a frappé une fois de son marteau, plus pour la ponctuation que pour l'ordre, quand on a montré à Lynn le dossier de pharmacie. La commande passée, puis annulée par Arlon Langston. Elle l'a regardé longuement avant de répondre. Elle m'a montré cet email quand il est arrivé. A-t-elle dit doucement. Je ne savais pas quoi dire. Je me souviens juste avoir pensé « Qui fait ça à son propre enfant ?» Le procureur a hoché la tête, puis vint la question finale. Si vous pouviez dire une chose à la famille Langston, maintenant, ce serait quoi? Lynn n'a pas cligné des yeux. Je pensais que vous étiez juste des gens froids, distants, occupés. Mais vous ne l'étiez pas. Vous étiez stratégique. Vous avez géré la souffrance de votre fille comme un risque de relations publiques. Et maintenant, le monde voit ce que c'est. Quand elle est descendue, je me suis levée et je l'ai serrée dans mes bras. Pas parce que j'avais besoin de réconfort, mais parce que je voulais qu'elle sache. Je la voyais aussi. Et je pense que tout le monde l'a vue ce jour-là. Plus tard, en attendant l'ascenseur, elle m'a regardée et a souri. Je pensais qu'être une bonne amie signifiait ne pas se mêler. J'ai incliné la tête. Et maintenant, a-t-elle demandé après un moment. Maintenant, elle a pris une profonde inspiration. Je pense que cela signifie se tenir juste devant le feu et dire « Tu n'as pas le droit de la brûler ». La justice n'arrive pas toujours avec des sirènes. Parfois, elle se présente dans le silence, dans des lettres, dans des avis de saisie immobilière scotchés à une porte d'entrée. Je n'ai pas cherché de nouvelles sur ma famille après le jugement. Je n'en avais pas besoin. Cela m'a trouvé 2 semaines après la décision du tribunal. Un journal local a publié un article « Leader communautaire et cadre bancaire face à une sanction civile pour négligence médicale ». Il y avait une photo recadrée serrée, presque granuleuse, de mes parents quittant le palais de justice. Pas de sourire, pas de masque. L'article mentionnait l'amende. Pas de puissance 5 000 $. Il mentionnait l'ordonnance de non-contact. Et il me mentionnait. Bien que brièvement et sans ma citation. C'était intentionnel. Audra l'avait conseillé. Je n'étais pas intéressée à être un symbole. J'apprenais encore à être une survivante. Mais l'histoire s'est propagée rapidement. La banque de Arlon l'a mis en congé indéfini. L'organisation bénévole de Sheila l'a discrètement retirée du conseil consultatif. Leur maison, celle dans laquelle j'avais grandi, celle avec les volets blancs et les haies parfaitement taillées, a été mise en vente en 1 mois. La rumeur voulait qu'ils ne puissent pas faire face aux frais juridiques. Je ne me suis pas réjouie. Je ne me suis même pas sentie justifiée. Je me suis sentie engourdie. Comme si je regardais des étrangers se noyer dans une tempête qu'ils avaient eux-mêmes construite. Lynn et moi étions assises sur le canapé un soir, regardant les nouvelles en sourdine tout en mangeant de la pizza surgelée. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. « Je ne sais pas comment me sentir. » ai-je dit. « Ce n'est pas comme si je voulais ça. Je voulais juste que ça s'arrête. » Elle a hoché la tête lentement. « Et maintenant, c'est fait. Mais arrêter la douleur ne ressemble pas toujours à la paix. » J'ai fixé l'écran, les gros titres qui défilaient, la façon dont leurs noms étaient décortiqués comme le mien l'avait été pendant des années. Le lendemain, j'ai reçu un message d'un journaliste, d'un des grands médias. Nous aimerions faire un reportage approfondi.
Votre voix pourrait aider tellement d'autres personnes. J'ai lu le message 3 fois. Puis, j'ai fermé ma boîte de réception. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'avais besoin d'espace pour respirer. La vérité a une gravité étrange. Une fois qu'elle est révélée, elle entraîne tout avec elle. Souvenirs, personnes, conséquences. Vous ne pouvez pas contrôler les retombées, seulement comment vous vous tenez dedans. Drew a été le dernier domino à tomber. Sa bourse a été officiellement suspendue. Son nom a disparu de la liste des étudiants de l'université. Une discrète communiqué de presse a suivi. Le programme réévalue l'éligibilité des étudiants à la lumière des nouvelles informations. Il n'a jamais appelé, jamais écrit. Mais un soir, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu une photo. Quelqu'un m'avait tagué anonymement. C'était un instantané de Drew, assis seul dans un gymnase vide. Hoodie relevé. Tête baissée. La légende disait « Les héros s'estompent vite quand la vérité se montre ». Je ne l'ai pas reposté. Je n'ai même pas aimé parce que, autant Drew a bénéficié du mensonge. Il n'en était pas l'architecte. Il était un miroir. Tout comme je l'avais été. Élevé dans la même maison. Enseigné la même histoire. La seule différence. J'ai brisé le silence. Cela a commencé par une boîte. Pas un grand bureau ni une grande annonce. Juste une boîte en carton que j'ai sortie du fond de mon placard. À l'intérieur se trouvaient des années de paperasse. Des dossiers médicaux. Des demandes refusées, des notes manuscrites de médecins, et une douzaine de dossiers étiquetés de ma main tremblante. Poussée. Spécialiste. Appel. Facture. Je me suis assise à genoux par terre, feuilletant tout. Toute ma maladie avait été documentée par fragments, dispersée sur des années, comme une histoire que personne ne voulait finir de lire. Mais maintenant, je ne la lisais pas seulement, je la réécrivais. Ce soir-là, j'ai rouvert le dossier que j'avais intitulé « Le Will Trust ». Cela avait commencé comme un nom, une pensée, une façon de me rappeler que ma voix et cette commande annulée comptaient. Maintenant, cela allait devenir réel. Lynn m'a aidé à rédiger la déclaration de mission. Nous avons passé un week-end entier entouré de post-it, de contenants à emporter et du doux bourdonnement d'un objectif partagé. Le Will Trust, une initiative à but non lucratif dédiée à soutenir les personnes atteintes de troubles auto-immuns qui font face à des obstacles familiaux ou systémiques pour accéder aux soins. Nous voulions qu'ils fassent 3 choses. Fournir un financement d'urgence pour les médicaments, mettre en relation les patients avec des ressources de plaidoyer et offrir une éducation communautaire sur la négligence médicale, simple, ciblée, personnelle, parce que ce n'était pas seulement à propos de moi. C'était à propos de la fille qui m'a envoyé un message la semaine dernière disant qu'elle rationnait ses produits biologiques pour payer son loyer. À propos du père célibataire du Michigan qui se battait pour la garde parce que son ex avait arrêté le traitement contre l'épilepsie de sa fille par préférence spirituelle. Tfati. À propos de l'adolescent dont les parents refusèrent de croire qu'il avait la maladie de Crohn parce que les garçons ne tombent pas malades comme ça. Ces histoires continuaient d'arriver, et je ne pouvais pas les ignorer. Alors, nous avons déposé les documents, nous avons construit un site web. Le docteur Mendis s'est joint en tant que conseiller médical. Audra a accepté de siéger au conseil. Nous avons postulé pour des subventions, réalisé une petite vidéo promotionnelle et demandé des volontaires. À ma surprise, des gens sont venus. Des gens ont fait des dons. Des gens ont cru. Dans les 2 premiers mois, nous avons financé des médicaments pour 17 patients, dont certains aussi jeunes que 8 ans. Nous avons collaboré avec 3 cliniques pour offrir des dépistages et des orientations. Une chaîne de télévision locale a fait un reportage discret, juste 5 minutes. Mais le téléphone a commencé à sonner juste après. Un matin, je suis entrée dans notre petit bureau partagé, une pièce convertie dans un centre communautaire, et j'ai trouvé un homme qui attendait près de la porte. Il avait l'air nerveux, serrant un dossier contre sa poitrine comme s'il pouvait s'envoler. « Je n'ai pas de rendez-vous », a-t-il dit. « Je veux juste. J'ai lu votre article. Ma sœur est malade, et nous ne savons pas par où commencer. » J'ai souri. « Vous venez de le faire. » Cet après-midi-là, je suis restée tard pour organiser des dossiers, répondre à des emails. Essayant de suivre tout pendant que je rangeais, Lynn est entrée avec une enveloppe. « Tu as reçu quelque chose ?»
A-t-elle dit. C'était un chèque. Un don, pas de nom. Juste une courte note. Pour chaque fois que quelqu'un vous a dit non, quand ils auraient dû dire oui. Continuez. Je n'ai pas pleuré, mais je suis restée assise là longtemps, tenant ce bout de papier comme si c'était quelque chose de sacré. Parce que peut-être que ça l'était. Enfin, peut-être que c'est ainsi que le monde commence à changer. Pas avec du bruit, pas avec de la fureur, mais avec un petit acte de défi obstiné qui dit « Je suis toujours là. Et maintenant, j'en entraîne d'autres avec moi. » La première fois que j'ai porté mon uniforme d'infirmière pour travailler à la clinique communautaire, je me suis tenue devant le miroir pendant presque 5 minutes avant de sortir. Ce n'était pas l'uniforme, c'était ce que cela signifiait. Que j'avais traversé, que je n'étais plus seulement la patiente. La clinique était située au coin d'une rue fatiguée de Southridge, nichée entre une laverie automatique et une vieille église qui tenait des réunions AA 2 fois par semaine. La peinture de la porte d'entrée s'écaillait. Les chaises de la salle d'attente ne correspondaient à un pas. Le budget était maigre, mais les gens étaient tout, immigrants, seniors, vétérans, mères célibataires, enfants avec des toux chroniques et des yeux fatigués. Ils venaient cogner par ces portes parce qu'ils n'avaient nulle part ailleurs où aller. Et maintenant, moi non plus. Mais ce n'était pas une perte, c'était un retour à la maison. Le docteur Morales, le directeur de la clinique, m'a salué lors de mon premier jour avec une poignée de main chaleureuse et une pile de formulaires d'admission. « Nous ne sauvons pas de vies ici », a-t-elle dit. « Nous écoutons. C'est là que la guérison commence. » Et ainsi, j'ai écouté des histoires de prescriptions manquées et de douleurs non traitées, d'hôpitaux qui refusaient des gens, de peurs, silencieuses et constantes, comme un bruit de fond avec lequel les gens avaient appris à vivre. Un patient en particulier m'est resté. Elle s'appelait Nadia. Elle avait 10 ans et pesait à peine 30 kilos. Sa mère l'avait amenée, se plaignant de douleurs articulaires et de fatigue constante. Elle avait manqué l'école plus de jours qu'elle n'en avait fréquenté, alors que je vérifiais ses signes vitaux. J'ai remarqué la façon dont elle sursautait quand je touchais ses poignets, doux, comme une ombre qui s'éloigne de la lumière. « Ça fait mal ici », ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Sa mère a détourné les yeux vitreux de culpabilité. Nous pensions que c'était des douleurs de croissance, ou peut-être qu'elle était dramatique. Je n'ai rien dit au début. Je me suis juste assise à côté d'elle. J'ai doucement tenu sa main et j'ai dit « Tu n'es pas folle. Ton corps te demande juste de l'aide. Et nous allons l'écouter maintenant. » Nadia n'a pas pleuré. Elle m'a juste regardée avec ce type d'espoir féroce et fragile que je me souvenais avoir vu dans le miroir une fois. Le genre qui demande. Est-ce vraiment sûr de croire cette fois? Après qu'il soit parti, je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit une recommandation à un rhumatologue pédiatrique. J'ai marqué son dossier poursuivi. J'ai appelé une prescription d'échantillons pour l'aider à passer les prochains jours. Puis j'ai baissé la tête et j'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste, mais parce que j'avais finalement compris pourquoi j'avais survécu. Pas pour la justice. Pas même pour la guérison, mais pour cela. Pour la petite fille aux os douloureux et à la voix trop petite pour porter sa douleur seule. Pour chaque patient qui pense être le problème parce que quelqu'un lui a dit que sa maladie était trop gênante pour s'en soucier. J'ai essuyé mon visage. Je me suis levée et je suis retournée au travail. Cette nuit-là, je suis restée tard. La clinique était silencieuse. Juste le bourdonnement des vieilles lumières et les sons lointains de quelqu'un qui passait l'aspirateur dans le couloir. J'étais en train d'enregistrer des notes quand le docteur Morales a passé la tête. « Tu es toujours là. » J'ai souri. En documentant, nous avons eu un programme chargé aujourd'hui. Elle est entrée et m'a tendu une petite enveloppe blanche. « Qu'est-ce que c'est ? Le courrier est arrivé pour toi. » À l'intérieur se trouvait une lettre, manuscrite, en écriture soignée, sans adresse de retour. Elle disait « Tu ne me connais pas, mais j'ai suivi ton travail. J'ai vu ce que tu as fait pour ton histoire, pour toi-même, pour les autres. Ma fille aurait à peu près ton âge maintenant. Elle avait aussi un lupus. Elle n'a pas survécu. Mais si elle avait vécu, j'espère qu'elle aurait trouvé quelqu'un comme toi. Merci. Mera. » J'ai tenu le papier contre ma poitrine, et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis autorisée à ressentir de la fierté
Pas une fierté bruyante et publique. Une fierté silencieuse. Le genre que l'on gagne quand personne ne regarde. Le genre qui dit « Tu n'as pas seulement survécu, tu es devenu quelqu'un qui valait la peine de survivre. » Et Kittin. La lettre est arrivée dans une enveloppe simple. Pas d'adresse de retour. Pas de marque. Juste mon nom écrit dans l'écriture familière de ma mère. Mera. Pas mon cœur. Pas ma petite fille. Juste mon nom. Comme les étrangers l'écrivent. Je me suis assise sur le bord de mon lit. La fixant pendant longtemps, je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Pour une fois, il n'y avait aucune urgence. Aucune obligation de répondre. C'était la première fois dans ma vie où sa voix entrait dans mon espace seulement si je choisissais de la laisser entrer. Finalement, je l'ai déchirée. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, soigneusement pliée. Mera. J'ai commencé cette lettre une centaine de fois. Chacune ressemblait à une excuse. Alors je les ai jetées. Celle-ci est différente. Celle-ci est juste la vérité. Je t'ai échoué. Je pensais que si je gardais tout en ordre, si Drew réussissait, si notre famille avait l'air forte, alors d'une manière ou d'une autre, ta douleur diminuerait. Que si je n'en parlais pas, elle ne grandirait pas. Mais elle a grandi. Et ton silence aussi. Je l'ai vu remplir la pièce chaque fois que tu entrais. Et je l'ai laissé faire. Je ne savais pas comment être mère d'une enfant que je ne pouvais pas réparer. Alors j'ai ignoré les parties de toi que je ne comprenais pas. Je pensais que l'amour signifiait te protéger de la faiblesse. Mais tout ce que j'ai fait, c'est de t'abandonner. J'ai eu tort. Je sais que cette lettre n'efface pas les années, ni les anniversaires manqués, ni les prescriptions annulées. Mais j'espère qu'elle dit une chose clairement. Je suis désolée. Je suis désolée de ne pas t'avoir vue. Je suis désolée de ne pas t'avoir choisi. Tu vaux toujours la peine d'être choisie. Maman, je l'ai lu une fois, puis encore, et encore, sans chercher quelque chose de nouveau, juste en laissant les mots atterrir, en remarquant lesquels brûlaient et lesquels ne brûlaient pas. Ce n'était pas parfait. Cela n'annulait rien. Ouas. Mais c'était la première fois que je la voyais écrire quelque chose sans essayer de réécrire l'histoire. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas non plus déchirée. J'ai replié la lettre et je l'ai placée dans une petite boîte en bois que je gardais sous ma table de chevet. À l'intérieur se trouvaient quelques photos, un bracelet de l'université et une vieille carte d'anniversaire de Lynn. J'ai doucement fermé le couvercle, non pas pour oublier, non pas pour enterrer, mais pour le garder exactement où il devait être, contenu, mais pas effacé. Plus tard dans la soirée, Lynn m'a vue assise près de la fenêtre. Tout va bien. J'ai hoché la tête. Elle m'a écrit. Lynn n'a pas demandé ce que cela disait. Elle s'est juste assise à côté de moi, silencieuse, chaleureuse. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé après un moment. J'ai regardé les étoiles, minuscules et lointaines. Je pense que je vais lui pardonner, ai-je dit. Mais je ne reviendrai pas. Oh, pas! Parce que le pardon ne signifie pas le retour. Cela signifie la libération. C'est tout. J'avais l'habitude de penser que survivre signifiait rester silencieuse. Endurer. Avaler la douleur pour ne pas gêner les autres. Comme si c'était honteux d'être considérée comme fragile, ou malade, ou gênante. Mais j'avais tort. La survie est bruyante. C'est la voix que vous utilisez quand votre corps vous lâche et que personne ne regarde. C'est la façon dont vous vous présentez quand même. C'est la décision chaque jour de vous choisir, même quand personne d'autre ne le fera. La semaine dernière, je me suis tenue devant un groupe d'étudiantes en soins infirmiers pour une conférence invitée sur la défense des patients. La moitié d'entre elles n'avaient jamais entendu parler de gaslighting médical. La plupart ne savaient pas à quel point les maladies chroniques sont souvent rejetées chez les femmes, en particulier les jeunes femmes. Je leur ai raconté mon histoire, non pas en tant que victime, mais en tant que preuve. Preuve que le silence peut tuer et qu'une seule fiole de médicaments annulés peut briser l'illusion d'amour d'une famille entière. Après la conférence, une des étudiantes est venue me voir. Elle n'avait pas plus de 21 ans. Voix douce, main nerveuse. « Ma mère a un lupus », a-t-elle dit. Elle a arrêté de prendre ses médicaments parce que mon père a dit que c'était trop cher. Elle ne pense plus que ça vaille la peine de se battre. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit « Dis-lui que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de sa vie. Et elle a le droit d'en vouloir plus ?» Elle a hoché la tête, les yeux remplis de quelque chose que je reconnaissais. La peur et le feu mêlés, quand elle est partie.
Je me suis assise seule un moment, laissant le calme s'installer dans ma poitrine. J'ai pensé à toutes les personnes qui m'avaient vu tomber et étaient restées silencieuses. Et à toutes les personnes qui m'avaient vu me relever et s'étaient tenues avec moi. Nangwon. J'ai pensé à Lynn, au docteur Mendis, à Audra, à Nadia, à la petite fille aux articulations douloureuses et aux questions incisives. Et j'ai pensé à ma jeune moi, recroquevillée sur un matelas jumeau, serrant une bouillotte contre mes côtes, me demandant si c'était de sa faute, si elle se sentait toujours si fatiguée. J'aurais aimé pouvoir revenir en arrière et lui tenir la main, lui dire qu'elle n'a jamais été difficile à aimer, seulement difficile à comprendre pour les mauvaises personnes. Au lieu de cela, je vous dirais, si vous regardez ceci parce que vous vous êtes senti invisible, si on vous a traité de dramatique pour avoir décrit votre douleur, si les personnes qui étaient censées vous aimer ont choisi le confort plutôt que votre survie, vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas tort de vouloir plus. Parlez, levez-vous, écrivez votre nom de votre propre écriture, prenez de la place. Et quand on vous dira que vous demandez trop, regardez-les dans les yeux et dites « Non, je demande exactement ce que je mérite parce que votre vie compte. » Et votre voix, elle pourrait bien être celle que quelqu'un d'autre attend. Si? J'avais l'habitude de penser que la douleur me rétrécissait, comme si c'était quelque chose que je devais ranger pour faire de la place au confort des autres, comme si c'était honteux d'être considérée comme fragile ou malade ou gênante. Mais la douleur ne m'a pas rétrécie. Le silence l'a fait. Le silence de passer outre à la table du dîner pendant que les matchs de basket de mon frère étaient discutés comme des événements mondiaux. Le silence dans les salles d'attente des hôpitaux où je m'asseyais seule parce que mes parents étaient trop occupés ou trop embarrassés d'être là. Le silence des prescriptions annulées sans explication. Des anniversaires qui passaient sans carte. Des médecins qui disaient « Peut-être que c'est du stress ». Quand je ne pouvais pas marcher droit à cause de la douleur, j'ai vécu dans ce silence pendant des années. Et j'ai failli disparaître dedans, jusqu'à ce qu'une fiole de médicaments, juste une, n'arrive pas, et que tout se brise. Drôle comme quelque chose d'aussi petit peut ouvrir une vie. J'avais l'habitude de considérer ce moment, l'email, l'annulation, la confrontation, comme la pire chose qui me soit jamais arrivée. Mais maintenant, je vois les choses différemment. C'était le moment où j'ai arrêté de demander la permission, le moment où j'ai arrêté d'attendre d'être choisie. Je n'avais plus besoin qu'il me voie. J'avais besoin de me voir moi-même. Et je l'ai fait. Je me suis vue dans le miroir de l'hôpital, pâle et épuisée, mais toujours en vie. Je me suis vue dans les yeux de Lynn quand elle m'a tenu la main et a dit « Ils ont fait leur choix, maintenant, tu fais le tien ». Je me suis vue à nouveau, plus forte, debout au tribunal, sur le sol de la clinique, dans la salle de classe, tenant la main d'une petite fille qui me rappelait tout ce que j'avais l'habitude de cacher. Maintenant, quand les gens me demandent ce qui s'est passé, comment une famille si unie a pu laisser l'une des leurs tomber dans les fissures, je leur dis ceci. Parfois, le masque est plus important pour eux que la personne derrière. Parfois, l'illusion de perfection vaut plus pour les gens que la vérité ou l'amour ou même le sang. Et quand vous brisez cette illusion, ils ne vous remercieront pas. Ils vous exileront. Laissez-les faire, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui attend de l'autre côté de l'exil. Cela s'appelle la liberté. Et une fois que vous y goûtez, une fois que vous respirez une vie où vous n'avez pas à supplier pour être cru, vous ne reviendrez jamais. Si vous regardez encore, merci de rester avec moi, d'écouter, de laisser cette histoire prendre de la place dans votre journée. Mais plus que cela, j'espère que cela vous fera regarder en vous-même, ou peut-être autour de vous, car quelqu'un que vous connaissez souffre, et ils ne le disent peut-être pas à voix haute. Ils pourraient sourire pendant le dîner, se présenter au travail, rire au bon moment, mais à l'intérieur, ils se noient, et ils ne veulent pas faire de vagues. J'étais cette personne, j'étais la bonne patiente, la fille facile, la fille qui ne compliquait pas les choses. Jusqu'au jour où j'ai failli mourir du silence de quelqu'un d'autre. Alors, si vous vous reconnaissez dans mon histoire, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas dramatique, vous n'êtes pas égoïste pour avoir besoin d'aide. Vous avez le droit de dire « ça fait mal ». Vous avez le droit de dire « j'ai besoin de plus ». Vous avez le droit de parler, même si cela met les autres mal à l'aise.
Car l'inconfort n'est pas un danger. Le silence l'est, parlez, même si votre voix tremble, même s'ils vous traitent d'ingrate, même s'ils essaient de vous culpabiliser pour que vous renonciez. Faites-le quand même, parce que votre voix, votre vérité, pourrait bien être la seule chose qui maintient quelqu'un d'autre en vie. Peut-être est-ce votre enfant, peut-être est-ce votre ami, peut-être êtes-vous vous. Je ne suis pas spéciale, je ne suis pas plus forte que quiconque. J'ai juste atteint un point où rester silencieuse me semblait plus dangereux qu'être honnête. Et quand j'ai finalement brisé ce silence, le monde ne s'est pas effondré, il a commencé, alors que cela soit aussi votre début, pas seulement une fin à mon histoire, mais le début de la vôtre. Dites-le avec moi. Ma vie compte, ma santé compte, mon histoire compte, et je ne serai plus invisible. L'écran s'estompe, un couloir de clinique silencieux. Mera marche lentement, un presse-papiers à la main, passant devant des pièces où des patients sont assis, attendant, espérant, s'accrochant. Elle entre dans une pièce où une jeune fille, pas plus de 10 ans, est assise sur la table d'examen, serrant un lapin en peluche. Ses yeux sont fatigués, sa peau pâle, mais quand Mira sourit, la fille sourit en retour, doucement. Mira accroche une perfusion, elle ajuste la dose, vérifie le bracelet de la fille et s'assied à côté d'elle. La fille murmure « Est-ce que ça va aider ?» Mira hoche la tête. Ça aide déjà. Pendant un moment, elle reste assise, main dans la main, avenir vers avenir. Puis Mira regarde directement la caméra, calme, forte, certaine, sa voix. J'ai cru un jour que j'étais trop malade, trop gênante pour mériter d'être sauvée. Mais j'avais tort. Je n'ai jamais été le fardeau. Le silence l'était. Si vous regardez ceci et que votre histoire vous semble invisible, ceci est votre signe. Parlez, écrivez, battez-vous ou simplement survivez. Cela seul est une résistance. Et si vous êtes quelqu'un qui peut aider, n'attendez pas, ne détournez pas le regard, parce que quelque part, la vie de quelqu'un dépend de votre présence. L'écran passe au noir. Des mots apparaissent en blanc sur fond noir, basés sur des événements réels qui se produisent encore tous les jours, mais sont rarement vus. Le Vil Trust, fondé par des survivants, financé par l'espoir, soutien aux patients atteints de maladies chroniques et auto-immunes qui sont négligés médicalement par les familles ou les systèmes. Visitez theviletrust.org. Donnez. Soyez volontaires. Partagez leurs histoires, car le silence n'a jamais sauvé personne. Pow. Image finale. La fille à la clinique sourit tandis que sa perfusion s'égoutte régulièrement. Le lapin sur ses genoux porte un petit bracelet avec son nom, fondu sortant. Sense.